de regarder le Codex Assassin de la V3. Ici, c'est la version anglaise, car la version française était sortie avec le White Dwarf 63. En fait, vous avez le White Dwarf comme ça, et quand on le retournait, on avait le Codex Assassin à lire. Donc, normalement, je suis sur une piste pour l'avoir, parce que moi, je suis fan de tout ce qui est Inquisition, Assassin, etc. dans Warhammer 40 000. Donc, mais en attendant, le codex, là, en anglais, c'est un tout petit codex. Vous voyez, il est très fin, je crois qu'il fait 12 ou 13 pages. Euh, donc là, il est en très bonne qualité. Dans le White Dwarf, je pense qu'il sera beaucoup moins bonne qualité, hein. Il aura plus de vécu, à mon avis. Donc on va regarder ça si vous êtes fan, vous aussi, des assassins. J'adorerais trouver d'ailleurs le codex V2, qui est d'ailleurs c'est la même image que ça, mais en grand plan. Comme sur les sœurs de bataille V2 aussi, j'aimerais énormément l'avoir. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à trouver chez un V2 française, bien sûr. Donc, voici ce codex assassin. Vous pouvez voir les assassins comme ils étaient autrefois. Donc, l'assassin Calidus. Les versors. Donc, on notera d'ailleurs qu'ils avaient deux versions à l'époque. Alors là, c'est des fioles métal. Alors, j'essaie de faire que le zoom ne soit pas dérangeant. Là, plutôt le focus. Donc là, les Vindicars ou Vindicarés, je sais pas comment vous dites. Donc, les Vindicarés. Les deux Eversors. Moi, j'avais celui-là. Mais comme toutes mes vieilles figurines de l'époque, je sais pas où elles sont parties. D'ailleurs, j'avais celui-ci et le Culexus, qui lui n'avait qu'une seule variante, d'accord, comme la Kaelus, mais la Kaelus, je crois que je l'avais pas à l'époque. De toute façon, donc ça, c'est l'image du Vindicaré que tout le monde connaît, qu'on revoit tout le temps parce que bon, elle est super classe. Là, vous voyez, c'était les incubes avec un seigneur Eldar Noir de l'époque. Et là, les sœurs de bataille aussi. Donc, c'était assez simple. On peut en avoir qu'un seul par armée. C'était un choix d'élite, parce que pour rappel, à l'époque, les armées, c'était 2 QG, 6 troupes, 3 élites, 3 soutiens, 3 attaques rapides max, et on était obligé d'avoir un QG et 2 troupes. Donc, ils avaient tous le même profil de base, et après, ils avaient des règles spéciales en plus. Ils pouvaient être joués que par des Space Marines, des gardes impériaux et des sœurs de bataille. Un choix d'élite, et on peut n'avoir qu'un seul dans l'armée. Au niveau des règles, ils étaient donc caractères indépendants, personnages indépendants. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient, pour tirer dessus, c'était plus compliqué, un peu comme ça existe encore maintenant. Et ils ne pouvaient pas rejoindre d'unité. Ils étaient infiltrateurs. Alors les infiltrateurs, à l'époque, je crois que... Alors, vous me corrigez, hein, ça remonte à longtemps, la V3. Je crois que les infiltrateurs, c'est qu'on pouvait les placer après, ou alors on pouvait les placer un petit peu en dehors de la zone de déploiement. J'ai un gros doute. Je crois que maintenant, c'est juste un mouvement en plus. Ils étaient sans peur, donc ils faisaient aucun test de morale, aucun test du coup de commandement. Les tests de morale, c'était des tests de commandement. Il y a un commandement à 10, hein, d'ailleurs. Donc on notera, donc ça c'est la CC, donc capacité de corps à corps 5, tir 5, force 4, endurance 4, 2 PV, initiative de 5. Donc ça c'est pour savoir qui tape en premier au corps à corps. 3 attaques, ce qui était plutôt vraiment bien. Et commandement 10, sauvegarde à 4+. Donc ça c'est la sauvegarde de base à 4+. Mais ils avaient esquive, ce qui veut dire que leur sauvegarde à 4+, était aussi invulnérable. Donc une 4+ de base, plus une invulnérable à 4+. Et après, on choisissait le temple. Alors à savoir que dans les assassins, en réalité, il y a plus que 4 temples. Mais c'est les temples mineurs. Ceux que vous connaissez le mieux, je pense, c'est les temples de parc qu'on retrouve avec les sorts de bataille. Mais ça, c'est les 4 gros temples principaux. Donc Vindicaré, Calidus, Eversor, Culexus. On notera que c'était la Calidus qui coûtait le plus cher et les verseurs le moins cher, et je crois que c'est toujours d'actualité. Les verseurs, c'est toujours comment dire, le moins prisé de les assassins avec le Culexus, mais le Culexus qui est très ciblé et il peut être très bon. Donc, nos amis les snipers, en termes, alors je vais peut-être de vous l'approcher si vous voulez regarder, en termes de règles, donc vous avez le masque d'espion, ce qui fait qu'en fait il baissait de 1 la sauvegarde de couvert. Et contre... Attends, j'ai pas... Ah oui, il était considéré comme temps en combat de nuit, si je ne trompe pas.
Attendez, je regarde vite fait. Oui, donc -1 à la sous-sauce de couvert. Et vous pouvez voir, oui, dans les règles de combat de nuit, donc c'était des règles spéciales. On devait en fait lancer des dés pour savoir si on pouvait voir l'unité ou pas sur laquelle on voulait tirer. Et lui, bah, il pouvait voir beaucoup plus loin, donc 2d6 x 5. Je sais plus la règle de base, je sais plus combien c'était, peut-être que 2d6 peut-être. Mais 2d6 x 5 ou 2d6 x 2. Je sais plus la règle, honnêtement, il faudrait la retrouver. Mais lui, voyait plus loin. Et il avait donc une combi style suite, donc combi de camouflage. Donc, bah, lui, quand on voulait lui tirer dessus, il fallait utiliser justement les règles de combat de nuit pour voir si on pouvait le voir. Et si on était déjà dans les règles de combat de nuit, on voyait moitié moins que ce que les dés avaient dit. Voilà, tout simplement. C'est peut-être 2d6 plus 3 x 3 du coup, peut-être. Donc voilà. Le fusil Xitus. Donc lui, 36 pouces de portée, touche sur du 2+, blesse sur du 4+. Et on peut l'utiliser à un tir spécial avec lui. En fait, on avait le briseur de bouclier. Ça veut dire que ça... en fait, la figurine sur laquelle vous tirez ne pouvait pas utiliser sa sauvegarde invulnérable si c'était une sauvegarde invulnérable donnée par un équipement. Par exemple, un démon gardait sa sauvegarde parce que c'est inhérent à lui-même. Par contre, un Champlain là, avec un Rosarius, lui, sa sauvegarde de 4+, elle sautait. Il pouvait utiliser aussi le Turbo Penetrator. Donc c'était 2 blessures au lieu d'une pour le tir. Et s'il tirait sur un véhicule, la pénétration d'armure, c'était de 3d6. Que pour rappel, à l'époque, les véhicules avaient un blindage qu'il fallait dépasser pour faire les dégâts. Et la cartouche Hellfire, donc bah, en fait simplement il blesse sur du 2+ au lieu du 4+. Le pistolet Exitus, 12 pouces, force 5, PA2, avec du pistolet. Excusez-moi. Et sinon, sa règle spéciale, bah, c'est qu'il pouvait choisir la cible en fait. Normalement, quand on tire son unité, c'est l'adversaire qui choisit. Bah, là, c'était vous. Donc, on pouvait choisir sur qui on tirait. Donc, on pouvait par exemple, même, c'était pas que les sergents, les QG, etc. Même un porteur d'armes lourdes, boum, on voulait tirer le canon laser, on pouvait le shooter directement. Donc ça, c'est un bon assassin. C'est comme maintenant, je trouve, c'est un assassin qui était plutôt dissuasif. Il fallait faire attention à lui, mais il pouvait être décisif, mais pas toujours, hein, c'est qu'un tir par tour quand même. Donc c'est plutôt un assassin qui fait peur par la potentialité que par souvent les dégâts réels. Et quand il fait des dégâts, bien sûr, on est content, hein, mais c'était plus ça. Le Colexus, donc toujours un assassin anti-psy. Donc lui, c'était assez simple. Donc l'Ethereum, toute unité qui veut tirer ou charger sur lui devait, ou lancer un poids psychique, pour les Psykers, devait d'abord faire un test de commandement. S'il ratait, il devait tirer sur quelqu'un d'autre. Donc très dur à tirer pour les unités avec faible commandement. L'Animus Speculum, alors ça, c'est pour chaque Psyker dans les 12 pouces de l'assassin, on rajoutait en fait plus un tir. Toi, en fait, vous voyez un truc d'assaut, on rajoutait 1. Donc de base, c'était 12 pouces, force 5, PA1, assaut 2. Et par chaque psyker, j'arrive pas à parler aujourd'hui, excusez-moi. Mais pour chaque psyker en plus, on rajoutait plus 1. Il avait l'école psy. Donc, on lançait ça, donc ça marchait que contre les psykers. Et d'un rayon de 6 pas, en sachant qu'il réduisait tous les... c'est une règle qu'il a ici. Voilà, sans âme. Il réduit en fait tous les commandements à 7. Bien sûr, sauf si votre commandement était déjà plus petit. Et en fait, on fait faire un test de commandement, et pour chaque point d'écart, ça faisait une blessure. Donc par exemple, si commandement de 7, voilà, comme ils disent, si ça pouvait faire, par exemple, on fait 9, ça fait 2 blessures. Voilà. Sa règle spéciale, abomination psychique. Donc tous les psykers à 6 pouces du Colexus devaient faire un test de morale ou fuir. Et même s'ils étaient au contact avec une unité. Sans arme, on a parlé, tous les commandements sont un maximum à 7. C'est un assassin de Psyker, donc il pouvait toujours tirer sur un Psyker. Donc en fait, ça veut dire qu'il avait précision pour les Psykers. Et Draenvie. Alors Draenvie, quand on était au combat avec lui, donc avant de retirer les pertes
Les deux joueurs lancent un 2d6 et additionnent leur valeur de commandement. On n'oublie pas que, bien sûr, le sans-âme. Et si le Kuluxus avait un score plus élevé, le Psyker perdait prenait autant de blessures que la différence. Donc c'est uniquement, bien sûr, au combat corps à corps contre un Psyker. Tac. Et il pouvait même pas faire de sauvegarde invulnérable. Hein. Il était blessé, pas sauvegarde, pas sauvegarde invulnérable. Donc c'était équivalent d'une blessure dévastatrice maintenant. Et au début de chaque tour de combat, il devait faire ça. La Calédouce. Je vous la rapproche et vous lire un petit peu mieux. Donc, arme de phase Tan. Alors, je sais pas maintenant, j'ai pas vérifié, mais je sais qu'à l'époque, en fait, les Calédouces, leur arme était une arme Nécron, en fait. Et d'ailleurs, il y a même une histoire avec la Calédouce qui veut tuer un haut dignitaire humain, puis en fait, c'est le Deceiver, c'est le Tan, le Deceiver. Et donc, du coup, il récupère l'arme en métal vivant sur elle avant de la tuer d'ailleurs. Et d'ailleurs, il met bien l'essence de la Calédouce due à la polymorphine qui trouvait que ça donnait un petit goût particulier à l'essence qu'il venait d'absorber. Donc, Neural Shredder, je sais plus ce que ça veut dire en français. Donc, en fait, c'est le tir, hein, tout simplement, donc avec un gabarit de flamme. À l'époque, vous avez des gabarits comme dans Horus Heresy maintenant. Donc, ça avait une force de 8 et ça prenait pas en compte en fait l'endurance de la cible, mais son commandement. Donc ça veut dire que s'il y avait un commande 9, par exemple, on blessait sur du 5+, et si par exemple ça avait un commandement plus bas, etc., comme un peu maintenant, on suivait la table, et c'était par rapport au commandement au lieu de l'endurance. Et contre les véhicules, ça faisait un D3 sur alors Glancing Hit. Ça devait être à mon avis les dégâts légers. Non, ça semblerait logique. Parce qu'ils disent qu'en fait l'équipage est protégé un petit peu par tout ce qui est par le blindage du véhicule. Polymorphine, donc ça en fait ça c'est un truc de ouf. Elle était en réserve même si les règles ne permettent pas. Et quand elle arrive, elle pouvait tout faire normalement, c'est-à-dire qu'elle pouvait se déplacer, tirer, combattre, et on pouvait la mettre n'importe où sur le champ de bataille. Vraiment n'importe où, il n'y avait pas de limite. Les lames empoisonnées, c'est une attaque en plus, une extra attaque, et qui blesse toujours sur du 4+, et on peut faire toutes les sauvegardes normales. Ah oui, l'alarme de Faxtan, j'ai pas dit, mais en fait, ça supprimait toutes les sauvegardes normales et invulnérables. Elle pouvait bondir en arrière. Donc, au début de n'importe quelle phase de combat, on pouvait jeter un D6, soit un jet de 1 à le rater, mais soit un 2+. Elle pouvait quitter en fait le combat, mais pas pour se mettre au contact d'une autre unité, bien sûr. Donc, si je lis bien, c'est en fait selon le nombre de pas que vous faisiez à reculer d'autant. Et si ça ne la permet pas de se désengager, l'ennemi avait un mouvement de consolidation. Vous me dites si je me trompe, parce que là je lis assez vite, et vu que l'anglais, je suis pas le meilleur du monde. J'espère que ça saute pas trop, voilà. Et là, un mot dans ton oreille, c'est en gros à la fin du déploiement, avant que le premier tour commence, vous pouviez bouger de 6 pouces une unité adverse. Après, votre adversaire pouvait la réorganiser comme il voulait, mais vous la déplacez de 6 pouces par rapport à là où il l'avait mis à la base. Ce qui pouvait du coup le gêner par rapport à son plan. L'Eversor, c'est celui-là que j'avais pourtant, parce que j'adorais en fait, je crois qu'elle est là, voilà. J'adorais cette image. Et en fait, c'est l'assassin, je pense, le moins fort. Ah, ça dépend pour le Kalidou, ça dépend contre qui il est. Mais l'Eversor, après, il coûtait pas cher, donc il pouvait remplir des points manquants et du coup être une surprise pour quelqu'un qui n'avait pas prévu qu'il y en aurait un. Faut pas quand même le sous-estimer, surtout quand s'il meurt, ça peut être sympa. Je crois que c'est toujours le cas. Hein. Donc, il a un pistolet d'exécution ou d'exécuteur.
Donc il pouvait soit tirer en pistolet bolter, soit en needle pistol, je sais plus ce que ça veut dire. Pas les deux en même temps, mais il pouvait tirer l'un ou l'autre et changer à chaque tour, en sachant qu'il peut tirer vite. Ça veut dire qu'il pouvait toujours tirer 2 fois. On ne prenait pas en compte la phase de mouvement pour les tirs. Donc le needle pistol, lui, c'est qu'il blesse toujours sur un 4+, quelle que soit l'endurance de la cible. Et contre les véhicules, pénétration de D6. Il avait une arme énergétique, c'est-à-dire qu'il ignore les sauvegardes normales et des bombes à fusion. Alors ça, c'est pour les véhicules, ça fait plus de dégâts. Je me rappelle plus c'était quoi, je crois que c'était peut-être 2d6 dans ce genre-là. Un Euro-gantelet, donc au combat au corps à corps, pas de jet de blesse en fait. Donc si on touche, bah, on blesse. Et quand chaque blessure, on jetait un D6 et sur un 4+, il n'y avait pas de sauvegarde. Donc regarde l'Est, donc sans prendre en compte l'endurance de l'adversaire. Par contre, il y avait quand même sauvegarde invulnérable. Et sur un véhicule, on faisait sur un 6 en fait, il faisait un dégât léger. Il prenait drogue de combat, ce qui fait qu'il pouvait charger à 12 pouces dans la phase d'assaut au lieu de 6. Et ou doubler la distance, et on chargeait à travers un terrain difficile. En fait, quand on était un terrain difficile, il fallait lancer un dé pour savoir la distance de charge. Et là, on pouvait le doubler. Et quand on chargeait, on avait 10-6 attaques en plus, c'est pas juste une attaque. En fait, on chargeait avec une attaque supplémentaire. Là, on en avait 10-6. Donc phase chaude, j'en ai parlé. Et sinon, bah, ça, c'est le truc que quand il meurt, il explose. Et on mettait du coup un gabarit d'explosion. Et chaque unité qui était en dessous avait une touche automatique de force 5 avec ses sauvegardes tout à fait normales. Voilà, c'est tout en fait ce qu'il y a dedans. Là, c'est juste pour nous dire comment on les joue, c'est des conseils de jeu. Alors ça, c'est un scénario spécial assassin. Bon, là, il y avait du coup ce qu'on pouvait mettre. Et en fait, le truc tout bête, c'est que l'assassin devait tuer en fait le QG qui a le plus de points. Donc si l'adversaire veut dire bah, c'est ce QG-là qui a le plus de points, et il fallait le tuer. Et si on arrivait à le tuer avec l'assassin de notre armée, en fait on avait une armée autour, on gagnait automatiquement. Si l'assassin n'a pas tué la cible à la fin du jeu, c'est le défenseur qui gagne. Et si l'assassin de la cible, en fait, si la cible assassin est morte et l'assassin est toujours en vie, c'est l'attaquant. Et si la cible a été éliminée, mais pas par l'assassin, on utilisait les points de victoire normaux. Voilà, tout simplement. Tac. Bon, là, c'est pas très très beau, ça, je trouve. Hein. Ça, par contre, c'est un peu plus sympa. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas en commentaire à me dire j'aime les assassins et surtout lequel. Voilà. Si je trouve le français, je n'hésiterai pas à vous faire juste une petite review très courte, pas comme celle-ci, mais juste de sorte que vous puissiez le lire, parce qu'il n'est pas très très courant. Excusez-moi aussi pour la diction ce soir, je suis un petit peu fatigué, mais je voulais à tout prix vous parler de ça, parce que je kiffe vraiment ce codex. Donc j'espère quand même que j'ai été compréhensible. Si vous n'hésitez pas à me le dire pour que je fasse attention les prochaines fois. Et sur ce, je vous dis à bientôt et soyez purifiés. Bye bye.